Bonsoir. Michel Budeau est professeur à l'Université de Poitiers, où il est actuellement vice-doyen chargé des relations internationales et responsable aussi de l'axe de recherche droit comparé européen international. Il est un spécialiste de la théorie du droit et du droit comparé, et aussi une grande expertise en droit du sport. Et ces travaux témoignent, entre autres, d'un dialogue constant, ce qui me réjouit, avec la doctrine italienne, comme le montrent plusieurs collaborations scientifiques entre Poitiers et Roma III, notamment autour récemment d'un thème très important, le formalisme en droit. Alors, je voudrais seulement citer deux titres de ses contributions. L'une sur les métadiscours doctrinaux. Il a écrit un essai qui s'appelle « La doctrine de la doctrine de la doctrine ». Et encore un autre sur les métaphores conceptuelles en droit français et l'image du démembrement dans la doctrine française. Alors, c'est pas si fréquent que ça qu'un juriste de droit positif s'intéresse au langage et notamment aux métaphores. Donc, cette conférence s'inscrit pleinement dans l'esprit de ce cours. Un cours qui a aussi cherché, pas seulement de réfléchir à la mentalité des juristes romains telle qu'elle apparaît par le biais des métaphores, mais aussi à mettre en évidence la persistance de certains de ces métaphores issus du droit romain dans le droit d'aujourd'hui, mais aussi, par contraste, l'affaiblissement de ces métaphores et d'ailleurs la naissance d'autres métaphores qui ne sont pas celles des Romains. Donc, réfléchir aux métaphores anciennes permet de différencier plusieurs niveaux de langage dans le droit actuel. C'est aussi, pour moi, l'occasion d'observer, et pour vous aussi, j'imagine, des différents styles de recherche juridique entre l'attention au droit positif et la perspective historienne, en se demandant au fond s'il peut réellement exister une recherche sur le droit sans histoire. Donc je suis très heureux de pouvoir donner la parole à Michel Budeau, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour commencer, je ne vais pas me priver du plaisir de remercier le professeur Dario Mantovani pour l'honneur qu'il me fait de me tenir devant vous et de participer à cette formidable série de conférences conçues pour nous faire comprendre ce qui anime les métaphores. C'est pour moi un honneur d'autant plus délicieux qui va me permettre de rendre hommage à l'œuvre de Gilles Gaston Granger, qui occupa au Collège de France la chaire d'épistémologie comparative entre 1986 et 1990. Gilles Granger se montrait plutôt méfiant vis-à-vis des métaphores. Tout ce qui est dit métaphoriquement est incertain, nous enseignait Aristote. Nous y voyons l'un des plus grands périls de la pensée philosophique, encore que néanmoins, si le philosophe ne vise ni des objets empiriques, ni des objets formels, comment pourrait-il se passer alors de la métaphore ? Nous ne prétendons pas assurément qu'il faille bannir du royaume des philosophes, qu'il la faille bannir du royaume des philosophes, pardon. Nous voulons en dénoncer seulement l'usage abusif et radicalement vicieux qu'on est susceptible d'en faire et qui n'aboutit qu'à masquer l'abandon du métadiscours philosophique pour un discours direct sur les choses et les faits.
Dans son ouvrage « Pour la connaissance philosophique », paru en 1988, Gilles Gaston Granger manifeste donc la plus grande circonspection à l'égard des métaphores en philosophie. Il y voit même l'un des plus grands périls pour la pensée philosophique, en raison, nous dit-il, du contenu surdéterminé de l'image. La métaphore, dans le pire des cas, peut devenir illusion et méprise, chacun y entendant ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Mais Granger, tout en dénonçant les usages non rigoureux des métaphores, remarque que dans son travail, philosophe, il ne peut s'en passer. Comment pourrait-il se passer de la métaphore ? Granger ne doute pas qu'il puisse exister un bon usage philosophique de la métaphore. Encore faut-il, nous dit-il, que l'image ait été choisie telle que la reconnaissance des éléments pertinents à la comparaison instituée comporte le minimum d'ambiguïté et le maximum de richesse dominée. C'est dans un autre passage. Dominer la métaphore est un enjeu dans le discours philosophique, comme dans tous les discours de science en général. Et pour tout dire, les préventions de Granger à l'égard des abus de métaphores et des quasi-explications qu'elles nous donnent me paraissent tout à fait justifiées lorsque nous prenons pour objet d'analyse les discours de droit et les discours sur le droit, discours juridiques et discours méta-juridiques. Extrapolons donc la question que se pose Granger. Les juristes peuvent-ils se passer des métaphores ? Bien sûr, non. Alors comment les dominer si elles doivent être dominées ? Marquons le temps de quelques précautions introductives. Nous réfléchirons ensuite sur les fonctions des métaphores juridiques, puis nous évoquerons la carrière de quelques-unes. Vous pouvez constater dans le plan que je vous ai proposé en marge que nous allons traverser le droit à travers le lien, le navire, le corps, la souche, la branche, la fonte, la disparition, la chute, la cascade, l'adoption, la pyramide, le démembrement, la responsabilité contractuelle, et enfin nous terminerons par le paquet touristique. Première précaution. Le droit s'exprime par un discours de normes. Lesquelles normes ont pour ambition, disons plutôt pour objet et finalité, de gouverner des réalités extralinguistiques, les choses et les faits du monde, ou les faits en tant qu'état de choses. Mais pour le dire simplement, le droit est, quant à son contenu, un discours d'action politique. Formellement, il est produit par des autorités habilitées que nous pouvons nommer jurislatives ou jurislateurs. Dans une organisation étatique moderne, on pense évidemment aux législateurs, aux juges, aux autorités administratives, mais leur inventaire varie dans le temps et l'espace selon les formes ou les formants de l'organisation politique. À cela, il faut ajouter les particuliers. Techniquement, les personnes privées, physiques ou morales, et ont trop tendance à l'oublier ou à ne pas le rappeler. Les particuliers, lorsque l'ordre public leur permet, et selon les formes qu'il leur permet, sont habilités à produire des normes individuelles, par ce que l'on qualifie aujourd'hui génériquement d'actes juridiques, et on pense évidemment au contrat, au testament, au mariage et à toute autre sorte d'actes. Lorsque l'on étudie précisément ces actes, en tant qu'ils dénotent une volonté des particuliers de se lier, de s'obliger à faire ou à ne pas faire quelque chose, on entend ici l'antique métaphore du lien de droit vinculum iuris, qui se technicise en obligation, en lien d'instance quand on parle de procédure ou de procès, en lien conjugal ou en lien de filiation quand on exprime un rapport familial. Le lien. En explorant le lexique juridique français, on compte au moins, 4 radicaux différents pour désigner le lien. Relatio, que l'on va retrouver dans
relation, relativité, qui se technicise par exemple dans l'effet relatif du jugement ou dans l'effet relatif du contrat. Nex, que l'on trouve dans l'annexe, dans connexité, qui se technicise dans des crédences connexes. Puis nex, en italien, dans nesso, pour exprimer le lien de causalité que l'on trouve dans les conditions de la responsabilité civile. On trouve aussi lig ou lige dans ligament, dans religion, mais pour ce qui nous intéresse particulièrement en droit privé, dans obligation. Et puis enfin, vinc ou vinc, curieusement, n'a pas donné grand-chose en français juridique, à peine un petit trait de liaison en typographie. Vincule. Mais le vincolo giuridico en italien, c'est très exactement l'expression du rapport juridique, du lien de droit. Dans les précédentes leçons auxquelles nous avons assisté, Michele Prandi, Michela Rossi et Marco Fasciolo ont illustré leur conception de l'étendue de la métaphore conceptuelle par l'idée d'un essaim métaphorique. Alors pour ma présentation, je m'appuierai sur les concepts de la perspective linguistique qu'ils nous ont présentés et je tenterai de décrire, grâce à eux, les métaphores présentes dans les discours juridiques. Mais le caractère de ces métaphores dans les discours juridiques appelle à la prudence. Alors je proposerai donc un essai d'analyse faisant écho à la devise du Collège de France. C'est encore une recherche en train de se faire. De ce point de vue, il serait cohérent d'affirmer que lien de droit forme un essaim dans le lexique juridique technique. La tâche à perpétuelle demeure, les maillons de l'enchaînement causal, la jonction des possessions, la chaîne des contrats, la libération de la caution, la suspension du cours des délais ou même l'affectation en garantie, ce sont des termes, des expressions qui trouvent de très nombreuses expressions, occurrences en tout cas, en législation et en jurisprudence. Ces notions essaiment des liens par type dans tout le droit privé. Des liens fonctionnels, des liens de préposition, des liens de causalité. Les liens de droit unissent les individus et les choses, tout en présupposant l'altérité. Le débiteur est lié à son créancier, le bien meuble est attaché à son immeuble. Car c'est bien un essaim métaphorique qui nous fait penser le droit privé par le lien. Le lien entre des personnes, signifié par des obligations, le lien entre des choses ou avec les choses que l'on attache avec toutes sortes de liens d'affectation ou d'accessoriété, nous l'avons vu. Cette idée de lien et les projections que l'on en fait influencent très considérablement notre compréhension du droit privé et on abstrait même des théories relationnistes pour résoudre l'énigme du lien de droit. Et aussi, on l'imagine en réseau. Mais remarquons en parallèle qu'une autre métaphore produit des essaims de taille tout aussi considérable, le corps et ses organes. Les métaphores organicistes paraissent aller même plus loin que la métaphore du lien. Elles agglomèrent les signifiés dans un tout qui devient homogène au fur et à mesure que les images sont partagées, un peu comme des alluvions. Les institutions juridiques deviennent des centres nerveux. Les décisions sont prises par des organes. Les organismes institués sont comme des personnes. Et lorsque finalement la locution de comparaison « comme » a disparu, les organismes sont devenus des personnes juridiques. À rebours de la métaphore du lien, les métaphores du corps surdéterminent une pensée holistique, où des entités abstraites deviennent sujets dans des prosopopées. Le droit décide, le législateur adopte, le syndicat, la société, l'association pense. Cette conférence, métaphore sensible et métaphore technique en droit privé, concentrera, vous l'avez compris, notre attention sur
les liens entre particuliers, personnes privées, qui font précisément le domaine du droit civil. Mais je veux ajouter qu'il serait inexact de discriminer droit privé et droit public par les métaphores du lien d'un côté et les métaphores de l'unité organique de l'autre. Elles essaiment partout, toutes les deux. Une deuxième série de précautions nous conduit à présent à souligner une différence fondamentale des niveaux de discours. En désignant par jurislateur les instances de production du droit, qui fait le droit ou qui fait du droit, je ne comptais pas parmi ces autorités habilitées celles et ceux qui pratiquent la description du droit. Je veux parler des juristes dans leur activité de commentaire d'expérience, dans leurs activités didactiques ou scientifiques, et même dans leur activité de consultation privée. Les juristes, on dit aussi doctrine, la doctrine par métonymie, parlent de droit, mais ne font pas le droit. On ne confondra pas l'objet et la description de l'objet. On ne confondra pas l'édit du prêteur et le commentaire de l'édit. Ceci n'est pas une pipe, nous dirait Magritte. C'est pourquoi parler des métaphores en droit privé suppose que nous les abordions sur deux fronts, celui du contenu politique de la norme et celui du commentaire d'expérience, à savoir celui d'un discours analytique de description et d'explication de cette même norme. Dans un premier front, les métaphores que l'on rencontre dans le contenu politique de la norme sont le plus souvent lexicalisées. Quand elles pénètrent dans les lois ou dans la jurisprudence des tribunaux, elles ont traversé des champs lexicaux d'autres domaines des activités humaines avant que la chose qu'elles représentent ne fasse l'objet d'une réglementation. Ces métaphores nomades, comme les a appelées Michela Rossi, viennent de l'économie et de la finance, par exemple dans les réglementations commerciales, de la médecine en santé publique, de la biologie dans les réglementations environnementales, de l'agriculture, de la construction ou des nouvelles technologies dans tous les corpus de règles où il s'agit de réglementer ces activités. Elles ne sont pas à proprement parler juridiques, par leur origine du moins, mais elles se technicisent avec la norme qui les contient. Nous y viendrons. Sur un second front, les métaphores que l'on rencontre dans les commentaires doctrinaux et dans l'ensemble des discours métajuridiques peuvent aussi être vives avant d'être partagées. Elles peuvent, elles aussi, être nomades, venir de la logique, de la mathématique, de la linguistique ou de la philosophie. Mais il faut avoir à l'esprit, peut-être avant toute chose, que le discours des juristes qui pratiquent le commentaire d'expérience, voire la théorie, a un double profil. Il est analytique quand il décrit une situation, une notion ou une institution normée. Il est rhétorique quand il prononce un jugement de valeur éthique sur le contenu du texte qu'il commente. Dans un registre analytique, l'ambition scientifique du juriste conduirait plutôt à dominer la métaphore, alors que dans un registre rhétorique, voire polémiste, il serait poussé à libérer les seins métaphoriques. Mais pour autant, je ne veux pas y voir un critère discriminant. Il y a des métaphores vives dans les discours purement analytiques, et il y a des rhéteurs qui évitent soigneusement l'emploi des métaphores. Troisième précaution. Suivant ce que nous ont expliqué Laurent Pernaut et Michele Prandi, la métaphore n'est pas la seule figure de la contradiction, ni même du conflit. Elle est concurrencée sur le terrain de l'extension sémantique et conceptuelle par l'oxymore et la métonymie. Donc la métaphore concurrencée par l'oxymore. L'oxymore, nous dit Michele Prandi, c'est la contradiction interprétée comme une forme d'expression de la complexité qu'il peut être pertinent de décrire au moyen de termes opposés.
la contradiction des termes ou des notions empêche de s'arrêter au sens littéral, et elle suppose un effort de mise en cohérence dans un ensemble conceptuel plus ample. La révocabilité de l'offre irrévocable, ce n'est pas simple d'expliquer cela à des étudiants. En tout cas, en droit français, c'est bien un oxymore formel. Mais on peut penser aussi à la propriété temporaire, au contrat forcé, à l'exécution imparfaite, ou même à la faute objective. Seul Épiménide peut comprendre du premier coup. De son côté, la métonymie connecte des concepts hétérogènes dans une relation cohérente. Elle valorise le transfert puisqu'elle aboutit finalement à une régression. C'est la brebis qui revient dans l'enclos. Elle active une relation entre le terme support et le contenu désigné. Je me pose une question à propos de la faute du navire. On trouve dans le Code des transports cette expression ici pour signifier que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. La faute du navire est-elle une métaphore ou une métonymie ? Les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Parce qu'à l'instar du poème d'Alcman, où dorment les sommets des montagnes, que nous a cité Michele Prandi, la faute du navire constitue une métaphore si on personnalise le navire comme si une faute pouvait être commise par une chose, et deux, c'est aussi une métonymie si on considère que la faute est imputable à une personne ayant autorité sur le navire. Pensez à l'armateur, le skipper, le barreur, le capitaine. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le raisonnement judiciaire va utiliser les deux figures. La métaphore pour régler le partage de responsabilités entre des navires à l'occasion d'un abordage, et la métonymie pour désigner ensuite le responsable parmi les potentiels débiteurs de l'obligation de réparation du dommage. Pour en terminer avec mes précautions introductives, disons quelques mots sur les métaphores du corps humain sans s'y attarder. Elles sont assez facilement repérables et très abondantes dans les discours de droit et sur le droit. Main, tête, organes, membres, bouche, peau, naissance, mort, santé, maladie, remède. Chacune de ces métaphores a essaimé des avatars en très grande quantité dans de très nombreux systèmes juridiques, peut-être même tous, en droit privé comme en droit public. Les remèdes contractuels, et nous parlerons tout à l'heure des démembrements de la propriété, nous laisserons de côté la bouche de la loi ou les infirmités de la jurisprudence, on pourra aussi évoquer le partage par tête, et on laissera de côté le dépeçage de l'acte. Les métaphores du corps ont ceci de très remarquable d'un point de vue rhétorique, c'est qu'elles favorisent ou facilitent l'émergence d'hypostases. Je veux dire qu'elles facilitent la réification des idées. Elles nous permettent de toucher, de voir, de sentir les idées, d'intérioriser des abstractions, de saisir des réalités virtuelles, d'en avoir une compréhension intellectuelle comme si une préhension matérielle était possible. Pourtant, nous l'avons déjà dit, une créance, une dette, une obligation, un contrat n'existe pas dans la réalité vécue du monde sensible. Ce sont des notions normées qui expriment linguistiquement des devoirs-être, à savoir des virtualités d'un monde futur. Si on les regarde comme des liens dans le monde sensible, c'est par hypostatisation. Car entendons-nous bien, si on parle de la naissance de la créance ou d'un paiement entre les mains d'un créancier, c'est pour représenter virtuellement un moment
et un lieu. Si on parle de la gestation du contrat, c'est pour représenter virtuellement une période de négociation, qui est une notion technique, au cours de laquelle se formalisent des volontés de s'engager, encore des notions techniques. Et si enfin des remèdes contractuels sont utilisés pour traiter le défaut d'exécution, c'est pour signifier l'usage de moyens procéduraux. L'effet de réification de l'image métaphorisée est précisément un des risques de surdétermination contre lequel Granger nous mettait en garde. Et ce risque abonde dans les discours juridiques. Cet effet n'est pas politiquement neutre, parce qu'en essentialisant des notions normées, en leur conférant une ontologie naturalisée, eh bien, cet effet rend soi-disant évidente et indiscutable les prescriptions politiques qui sont associées à l'image. Les 3 précautions que je viens de prendre en introduction m'ont permis d'évoquer de manière incidente des métaphores sensibles, à partir du lien, du corps ou du navire. Et j'appellerai par opposition métaphore ou métonymie technique les figures construites à partir de notions déjà technicisées, un peu comme des figures au carré ou des figures secondes. Donc, à travers l'examen de quelques métaphores sensibles et techniques, et d'autres techniques, je me propose d'en illustrer les fonctions, et puis ensuite, nous verrons la carrière de quelques-unes. Les fonctions des métaphores juridiques. Prescrire, argumenter, décrire, expliquer, Granger nous dirait « décrire, c'est plus que réciter, et expliquer, c'est plus que décrire ». C'est une précaution supplémentaire. Le discours de droit est prescriptif pour remplir sa fonction politique. Le législateur, le juge et les autorités habilitées utilisent des métaphores partagées pour prescrire un contenu normatif. Les discours métajuridiques analysent et conceptualisent, à savoir décrivent et expliquent, parfois au moyen de métaphores pour remplir leur fonction scientifique de connaissance ou de diffusion de la connaissance. Mais ces mêmes discours juridiques peuvent tout autant argumenter ou prescrire pour produire des effets rhétoriques d'adhésion ou de persuasion aux thèses et méthodes qu'ils défendent. Les métaphores mal dominées causent des effets de confusion des niveaux de discours. Lorsque, effectivement, des jugements de valeur politique sont portés par des commentateurs sur le texte qu'ils commentent, ils ouvrent un débat avec le texte commenté et ils sortent de l'analyse. Commençons notre examen des métaphores sensibles par une métaphore sensible partagée. Alors, la souche, la branche et la fente. La métaphore de l'arbre généalogique est très abondante en droit de la famille et des successions. Et c'est une image très contrôlée qui a produit depuis fort longtemps des notions techniques. La parenté se divise en branches. Chacun a seulement 2 branches, procédant l'une du père, l'autre de la mère. En cas de représentation, c'est-à-dire en cas de prédécès d'un héritier, le partage de la succession s'opère par souche ou par subdivision de souche, puis par tête. Mais attention, branche, souche, tête sont toutes des notions techniques qui emportent des conséquences techniques, juridiques précises. Les 2 premières visent des groupes d'héritiers, alors que le 3e désigne l'héritier pris individuellement. Maintenant, allons plus loin. En pratique, on désignera par fente successorale le mécanisme d'attribution des biens par branche à des ascendants. C'est une description métajuridique, fente successorale, au moyen d'une image forte,
lorsqu'une personne meurt sans descendants, ou sans, on dit, collatéraux privilégiés, sans frères et sœurs, eh bien, son arbre est fendu en deux. Et ces biens sont attribués aux ascendants de chaque branche. On notera tout de même que cette métaphore ancienne de la fente successorale coïncide aujourd'hui plutôt mal avec la protection accordée depuis le début du XXIe siècle au conjoint survivant, qui est devenu conjoint successible. En fait, le conjoint survivant, en droit français, est devenu héritier au début du XXIe siècle. Il hérite de son conjoint. Mais en devenant héritier, la position du conjoint successible crée une contradiction qui pose question. Le mariage subsisterait-il au-delà de la mort? Parce que si l'un des époux est mort, l'autre n'est plus son conjoint. Cette situation du conjoint successible a eu pour effet, a créé le besoin de préciser les définitions du Code civil. C'est pourquoi, dans le même domaine, on a convoqué, à côté de la métaphore botaniste de l'arbre, des intuitions mathématiques. Bon, ça existe depuis longtemps, mais ici on en a une illustration assez forte. La suite, c'est de l'algèbre ou de l'analyse, la ligne, c'est de la géométrie, et le degré, de l'algèbre ou de la géométrie. L'article 742 du Code civil nous dit « la suite des degrés forme la ligne ». On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre, ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. Ce sont des branches, les lignes ascendantes. Pour rendre compte de la position du conjoint successible, on pourrait pousser la métaphore en disant que le conjoint successible est un héritier hors ligne, un peu comme s'il était représenté par un point en dehors des lignes. On pourrait aussi, de manière plus poétique, mais ça je l'ai trouvé nulle part, dire que c'est un oiseau sur la branche, ça reviendrait au même. Mais qu'il s'agisse de la branche, de la souche, de la ligne ou des degrés, le Code civil produit un effet de cadrage des images, qui demeure contenu dans et par ce cadre normatif. En revanche, pour ce qui concerne la fente, c'est différent parce que l'effet de cadrage est moindre. La métaphore, bien qu'elle soit toujours partagée, il s'agit pour autant d'un terme qui ne figure pas dans les articles du Code civil, qui ne figure pas dans la loi. Alors, la fente, dans les discours métajuridiques, décrit une institution normée qui est la division des branches. Cela veut dire que si la loi change, l'institution change aussi. Et la description doctrinale change aussi. C'est ce qui explique que des auteurs considèrent désormais que la fente successorale soit devenue moins pertinente pour exprimer ce qui auparavant était une évidence, ce qui était presque hypostasié. Aujourd'hui, son usage pourrait même se raréfier, voire se marginaliser, puisque le Code civil a assuré la promotion du conjoint successible devant les ascendants dans l'ordre successoral. Poursuivons à présent avec une métaphore descriptive contestée. La disparition, la chute et la cascade. Alors, une réforme récente du droit des obligations a introduit dans le Code civil les articles 1186 et 1187. Le premier nous dit «
un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition, et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel il est invoqué connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Et le texte d'après, plus court, nous dit « La caducité met fin au contrat ». Disparition, pensons à un acheteur qui, pour financer l'acquisition de son bien, a emprunté auprès d'une banque. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Si la vente est annulée, qu'advient-il du prêt? Ça, c'est un cas simple. Un cas plus compliqué. Pensez à une société de construction qui, pour faire construire un immeuble, fait appel à un architecte, loue des grues, commande des matériaux, recourt à des sous-traitants, qui eux-mêmes commandent des matériaux, louent du matériel, font appel à des sous-traitants de second rang, etc. Si le premier contrat disparaît, peut-être parce que le permis de construire a été annulé, que se passe-t-il? Pour décrire cette disparition, il faut connecter plusieurs notions hétérogènes. D'abord, la disparition elle-même, qui est une propriété des choses dans le monde sensible. Et le lien contractuel, qui n'appartient pas au monde sensible, mais qui est rendu sensible par hypostatisation. Cette connexion entre notions saturées donne un résultat cohérent, parce que la disparition du lien contractuel n'est pas une source de débat. En revanche, disparaître, disparition, disparu figurent dans le contenu de l'article 1186 de manière ambivalente. Au premier alinéa, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. La disparition, le premier alinéa évoque la disparition d'un élément du contrat, où élément réfère à une condition d'existence du contrat. Et dans le second alinéa, il est évoqué la disparition d'un contrat en tant qu'élément d'une opération. Donc sont alors visées des situations dans lesquelles un montage contractuel a été pensé pour réaliser une opération complexe nécessitant la conclusion de plusieurs contrats entre plusieurs personnes, plusieurs contractants. L'opération dont il est question ne renvoie pas à une image chirurgicale, mais plutôt à celle d'une construction ou celle d'un mécanisme sophistiqué. Et on superpose deux images, celle de l'ensemble immobilier complexe et puis celle du montage juridique et financier complexe. Les juristes décrivent les effets de cette disparition par la métaphore de la chute. En utilisant le verbe tomber, mais sans le techniciser. Si un élément de base disparaît, la construction s'écroule. Les contrats tombent, dit-on. Comme une ruine, je rajoute, ou un château de cartes. Car la caducité est une chute. Mais ce n'est pas une chute quelconque. C'est une chute contrôlée, normée, en ce qu'elle produit des effets juridiques spécifiques. Ce n'est pas une déchéance qui a un même radical pour faire tomber des droits. Et ce n'est pas une annulation, ce n'est pas une résolution, ce n'est pas une résiliation. Chacun de ces 5 termes sont des causes renvoient à des causes techniquement distinctes pour faire tomber des droits ou éteindre des obligations, avec des régimes juridiques spécifiques. On ne peut pas utiliser l'un pour l'autre. Mais ensuite,
si un contrat tombe, d'autres contrats tomberont dans cet ensemble contractuel complexe qui tombe en cascade. Et de l'écroulement du construction, on passe à la chute d'eau. La formule nullité en cascade emprunte à l'hydraulique pour décrire l'extension de la nullité à partir d'un acte qui est atteint d'une cause d'invalidité à un ou plusieurs autres qu'elle n'affecte pas. Comme la succession de chutes d'eau, la nullité se développerait alors par rebonds successifs à partir d'un point O que constitue la nullité d'un premier acte. On parle aussi parfois, de manière moins poétique, de nullité subséquente ou par voie de conséquence, ou usant cette fois d'une métaphore médicale, de contagion de la nullité. La métaphore de la cascade est une métaphore vive et le conflit est persistant. En 2010, dans ce texte consacré aux nullités en cascade, mon collègue Éric Savot s'employait à faire le départ entre les différents processus de dissolution des liens contractuels dans les ensembles contractuels complexes. Et son intention était de souligner le caractère mal dominé de la métaphore de la cascade. Comment peut-on parler de cascade lorsque la nullité d'un premier acte, avec effet rétroactif et restitution, entraîne la caducité d'un deuxième acte sans effet rétroactif? Il y aurait là, plus qu'une contradiction, une véritable aporie. Parce que l'auteur, ici, il présuppose l'homogénéité de la cascade. Pour qu'il y ait cascade, la nullité en amont doit entraîner des nullités subséquentes. La résolution en amont doit entraîner des résolutions en aval. De même pour la caducité. Mais si l'eau que l'on recueille en aval est un mélange saumâtre, mélange de cause de dissolution du contrat, mélange d'annulation, de résolution ou de caducité, s'agit-il encore d'une cascade? Et Éric Savot poussait et repoussait la métaphore de la cascade pour mettre en lumière le raisonnement de la Cour de cassation française, dont les décisions produisaient cet effet de confusion et d'amalgame avec la métaphore de la cascade. Tout est caducité, parce que finalement tout est chute dès que les contrats tombent. D'une métaphore à l'autre, c'est ici que les choses deviennent passionnantes pour des juristes. L'article 1186 que nous avons lu, qui a été réformé en 2016, il a institué précisément ce contre quoi Éric Savot nous mettait en garde en 2010. Lorsque l'on analyse aujourd'hui le Code civil, il ne s'agit plus de regretter à l'infini l'incurie de ses rédacteurs, il s'agit de décrire l'institution de la caducité, nouvelle et légale. Et dans son ouvrage en 2004, Éric Savot reprend l'analyse et utilise l'interdépendance, le concept d'interdépendance, pour discriminer parmi les contrats ceux qui tombent par caducité et ceux qui ne tombent pas. Mais alors, que signifie que des contrats conclus séparément dépendent les uns des autres? De la métaphore de la cascade à la métaphore de l'interdépendance, le dictionnaire de référence, Gérard Cornu, vocabulaire juridique, nous donne comme définition des contrats interdépendants expression désignant des contrats concomitants ou successifs dont l'exécution est nécessaire à la réalisation d'une opération d'ensemble à laquelle ils se rattachent, certaines clauses figurant dans l'un étendant à diverses conditions leurs effets aux autres et la nullité de l'un pouvant entraîner la caducité des autres, à laquelle ils se rattachent. Encore une métaphore du lien. Cette fois, entre contrats qui se rattachent à une opération. Ce n'est plus la métaphore sensible de la cascade, mais c'est une figure logique de nécessité qui présuppose l'altérité des actes juridiques participant à une même opération.
Si l'on se met sur les traces, cette fois-ci, de ce concept, cette notion d'interdépendance, on va relever que le processus d'imagination du concept démarre au milieu du XXe siècle, en associant plusieurs métaphores. Pour penser la complexité, on utilise l'imbrication, qui nous ramène sur le terrain de la construction, l'enchevêtrement, qui fait durcir le lien de la corde au fer, ou l'indivisibilité, qui consacre une unité abstraite. Chaque image semble progresser en intensité. Et dans tous les cas, si l'un tombe, l'autre tombe aussi. Le rattachement interdépendant paraît somme toute un peu moins intense que les trois autres, parce qu'il induit un raisonnement distributif. Pour chaque contrat, on répétera la question de sa dépendance, alors il tombe, ou de son indépendance, alors il ne tombe pas. C'est important de le souligner parce que certains systèmes juridiques peuvent concevoir les ensembles contractuels complexes comme des organismes, comme un seul et même acte juridique, indivisiblement. Poursuivons à présent avec une métaphore vive, prescriptive. L'adoption d'un animal de compagnie. Alors, comme nous l'évoquions précédemment, les particuliers peuvent choisir de se lier par contrat et créer entre eux des obligations, à savoir des normes individuelles que l'ordre juridique va reconnaître comme valides. Les contrats sont dits nommés lorsque la loi leur a spécialement prévu un régime juridique et une dénomination technique. C'est le cas de la vente, des louages, du mariage, du contrat de mariage, du mandat, du dépôt, de la donation, de l'échange, et de tous les contrats qui ont un régime, pas seulement dans le Code civil, mais dans tous les codes que nous avons, qui ont un régime spécifique. Regardez le Code du travail ou regardez le Code des transports. Ce sont des contrats que l'on dit spéciaux. Et puis, il y a, de l'autre côté de la frontière, les contrats qu'on dit innommés ou sui generis, lorsque leur contenu stipulationnel procède de la seule imagination des contractants, soit parce qu'ils ont tout inventé, soit parce qu'ils ont mélangé quelques contrats nommés quand les règles impératives ne s'imposent pas. Et on peut convenir ainsi toutes sortes d'accords qui n'ont pas de régime légal, à partir du moment où on respecte l'ordre public. Entre les contrats nommés et les contrats innommés, on rencontrera les contrats mal nommés, ou les contrats nommés de manière totalement approximative. Et si un conflit se déclare entre contractants, le juge devra restituer leur exacte qualification à ces contrats. Alors, pour information ou pour rappel, en droit français, la location d'une place de concert, c'est vraiment très très rarement une location. La vente d'un billet d'avion, c'est jamais une vente. Le dépôt dans le coffre-fort d'une banque, c'est peut-être un dépôt. Mais ce sont plus sûrement 3 prestations de services ou contrats d'entreprise. La requalification du contrat sera l'issue d'un raisonnement judiciaire interprétant le contenu du contrat. Il reste que, si les parties ont décidé de nommer leurs relations d'une certaine manière, de leur donner un nom, alors que l'exacte qualification juridique est différente, ce n'est jamais fortuit. Ce peut être par ignorance ou par habitude, mais ce peut être aussi à des fins promotionnelles ou à des fins clairement politiques. Et c'est le cas des contrats d'adoption des animaux de compagnie. Les animaux
sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Les discours en faveur de la reconnaissance de droits aux animaux ont obtenu de grands succès au XXIe siècle. Au-delà de la protection des espèces et de leur milieu, il y a une grande variété de points de vue qui déploient des arguments politiques fondés sur des anthropomorphismes, ça ce n'est pas nouveau, menant à une personnalisation juridique des animaux de compagnie, ce n'est pas nouveau non plus, mais en droit français, pour l'instant du moins, les animaux ne sont pas des personnes. Leur statut juridique a connu, avec le nouvel article 515-14 du Code civil, une évolution symbolique extraordinairement importante, comme du reste dans le Code rural. Mais il reste que les animaux sont soumis au régime des biens, à savoir que leur maître est un propriétaire, que la cession d'un animal à titre onéreux est une vente, que la cession à titre gratuit est une donation. On peut en outre louer un animal pour sa force de travail, on peut hériter d'un animal par succession, mais en revanche, contrairement à ce que nous fait croire la version française des Aristochats de Walt Disney, les animaux ne peuvent pas hériter. Et lors d'un divorce, aucun jugement ne prononcera une résidence alternée d'un animal. Mais comment sensibiliser le public à la cause animale ? À rebours de la soumission légale des animaux aux règles du droit des biens, les sociétés protectrices des animaux proposent des contrats d'adoption dont les stipulations évincent le lexique du transfert patrimonial au profit de la métaphore familiale. La projection est plus ou moins forte selon que l'éviction du droit des biens est plus ou moins totale. Selon les modèles de contrat, l'adoptant accueille l'adopté dans sa nouvelle famille à l'issue d'une procédure d'adoption qui réserve aux représentants du refuge un droit de visite pendant une certaine durée et le pouvoir de réclamer le retour de l'animal en cas de mésentente ou mauvais traitement. Pourtant, il n'y a pas vraiment d'hésitation du point de vue des qualifications juridiques. Encore une fois, la notion normée de vente s'imposera en présence d'une contrepartie financière, qu'on appelle le prix, et celle de donation en l'absence de contrepartie financière ou monétaire, même s'il existe des charges. Pourtant, je ne forcerai pas le trait du point de vue de l'interprétation du contenu obligationnel en disant qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle vente ou de n'importe quelle donation. L'adoption d'un animal de compagnie, ça n'est pas n'importe quelle vente ou n'importe quelle donation. Les juges sont tenus de respecter les intentions originelles des parties et le fait que les contractants, même contre le droit, même contre les qualifications juridiques, aient utilisé la métaphore technique de l'adoption au lieu de la vente ou de la donation, induit de la part du juge, induit de sa part, une réaction face à la norme contractuelle. Imaginons que le nouveau propriétaire, l'adoptant de l'animal, revende à son tour l'animal, c'est-à-dire l'adopté, en faisant un substantiel bénéfice. Eh bien, la caractérisation d'une intention spéculative qui est d'usage dans les ventes et les reventes commerciales pourrait très bien s'avérer en contradiction avec l'engagement d'origine. On n'adopte pas d'un animal comme on vend les paillettes de sperme du vainqueur du prix d'Amérique. Pour ce motif, tiré de l'exigence de bonne foi, un juge pourrait user des remèdes à l'inexécution des obligations pour sanctionner le comportement du propriétaire adoptant, dommages et intérêts, voire résolution, voire restitution de l'animal. Mais bien sûr, vous aurez sans doute compris que
De là à prononcer la déchéance de l'autorité parentale, il y a encore du chemin à faire pour les mouvements animalistes et antispécistes. J'aborde ma deuxième partie, la carrière de quelques métaphores. L'idée que les métaphores puissent faire carrière nous invite à resituer les discours imagés et figures dans une perspective diachronique. Je me suis donc mis sur la trace de quelques-unes, mais il ne faut pas croire qu'il y en ait des légions. La plupart du temps, les métaphores juridiques n'ont pas d'origine parfaitement identifiable, sinon de manière approximative au sein d'une époque. Il n'est même pas sûr qu'il y ait toujours une première fois, parce que les discours des juristes sont souvent des discours de répétition, utilisant des lieux communs. Et du reste, ne serait-ce pas la consécration ultime d'une métaphore juridique faisant carrière que de devenir un lieu commun de la pensée? Alors on va commencer par la plus célèbre des métaphores de la théorie du droit. Je vais faire un rapide excursus en dehors du droit privé parce qu'il s'agit à mon sens d'une métaphore vive, mal dominée, qui entraîne encore aujourd'hui de très nombreux contresens sur les intentions de l'auteur. L'auteur, c'est Hans Kelsen, et la pyramide de Kelsen évoque la hiérarchie des normes. Si l'on garde à l'esprit l'exigence de distinguer les niveaux de discours, de droit et sur le droit, on pourra saisir comment la métaphore de la pyramide est passée d'un niveau à l'autre, de l'épistémologie vers la doctrine, et même de la doctrine dans la loi, puisque une loi de 1999 parle de hiérarchie des normes en France. Donc, dans son œuvre magistrale, La théorie pure du droit, qui date de 1934, ici c'est la deuxième version traduite en 1962, Hans Kelsen, un grand juriste et philosophe autrichien, propose un programme de recherche pour une épistémologie normative, en fait pour effectuer la construction logique du droit et de la science du droit. Il emploie alors une première métaphore technique, celle de la hiérarchie des normes, construite elle-même sur différentes figures de la norme. La hiérarchie est à son tour métaphorisée en pyramide, et l'idée de Kelsen est d'illustrer la dynamique de production des normes par les autorités habilitées. Donc, l'idée de Kelsen, l'idée de la pyramide, c'est l'illustration d'une dynamique de production de normes par des autorités habilitées, en soulignant le problème fondamental des défauts de conformité entre des normes de niveaux différents. Bon, c'est un peu compliqué, mais on peut comprendre. On peut comprendre surtout que l'imagination conceptuelle contraint l'auteur à user des figures instables pour expliquer les tenants notionnels de son programme épistémologique. La métaphore de la pyramide, à mon sens, elle est conflictuelle sous deux rapports. D'abord, l'image de la pyramide est lourde et statique, alors que précisément, la description du système dynamique de création des normes expliqué par Kelsen est l'objet de l'image. Ensuite, la pyramide ne repose pas sur des fondements ou des fondations, comme une construction sensible. Le concept clé de la théorie kelsenienne, c'est la norme fondamentale. Grundnorm, basic norm, et cette norme fondamentale, elle est située au-delà de la pyramide, hors de la pyramide, au-delà du sommet qu'est la Constitution. C'est un principe logique transcendantal. Il faut donc lire attentivement l'ensemble du raisonnement et l'ensemble de la théorie pure du droit pour comprendre les subtilités de la théorie de Kelsen sans s'arrêter au sens littéral des termes et à l'image projetée, lourde, comme si Kelsen était la réincarnation de Pharaon. Il est vraiment frappant de constater que les adversaires de Kelsen, sans doute les moins sérieux, ont traité la métaphore de la pyramide comme une réalité. Le paralogisme est d'autant plus facile lorsque les discours de vulgarisation ont contribué à hypostasier le concept ou à incarner l'image. On a alors toujours raison de dénoncer l'échec
d'une pyramide qui n'en est pas une. Je continue avec une métaphore partagée, mais activement contestée. Le professeur Mantovani y a fait allusion tout à l'heure. C'est la métaphore du démembrement. Dans le vocabulaire juridique de référence, on nous donne pour démembrement la définition suivante. Action de détacher certains droits de la propriété pour les transférer à d'autres copropriétaires. Dissociation de la pleine propriété, exempte constitution d'un usufruit. Par extension, droit réel détaché, parfois nommé droit démembré, comportant au profit d'un autre que le propriétaire certains des attributs du droit de propriété, et il est cité amphithéose, usufruit, servitude. Donc poursuivons cette image du détachement ou de la dissociation. Elle permet de regarder le droit de propriété comme un tout. Un tout formé par la réunion des parties composantes détachables nommées attributs de la propriété. Et ces attributs, une fois détachés et recombinés, composent ce que l'on appelle les droits réels, c'est-à-dire les droits que les individus peuvent avoir sur des choses. Amphithéose, usufruit, servitude sont cités par le vocabulaire juridique de référence. Alors cette image du démembrement, elle n'est pas rhétoriquement neutre. Je veux dire qu'elle a un véritable effet prescriptif, celui de la liberté de création des droits réels par la volonté des individus propriétaires. En effet, depuis la Révolution française, la propriété privée revêt en France un caractère absolu. C'est ce que dit très précisément l'article 544. La propriété, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Mais aussi, c'est ce que dit l'article 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent. Les particuliers, vous entendez, les personnes physiques ou morales, ont la libre disposition. Ça signifie que les particuliers propriétaires n'ont pas d'obligation envers un seigneur depuis l'abolition de la féodalité française. Leur propriété est absolue. Voilà ce que veut dire propriété absolue. Ça ne veut pas dire qu'on puisse faire n'importe quoi avec les biens dont on est propriétaire. Ça veut dire qu'on n'a pas de compte à rendre à un seigneur quand on dispose de son bien. Et la liberté et la libre disposition emporte à la fois la liberté de vendre, d'échanger, de tester, de louer pour une longue durée, mais également la liberté de grever son bien, son propre bien, de charge réelle, c'est-à-dire de constituer des usufruits, servitudes, hypothèques, gages sur son propre bien. Cette liberté de disposer comprend donc la liberté de détacher, dissocier, démembrer des attributs réels. Attributs réels qui figureront dans le patrimoine d'autrui. Je suis libre de permettre à mon voisin de passer sur mon terrain. Et je suis libre de constituer sur mon terrain un service foncier perpétuel. Ça s'appelle une servitude de passage. Eh bien, mon voisin comptera dans son patrimoine ce droit de passage qu'il transmettra à son tour aux acquéreurs et successifs. L'absolutisme emporte non seulement, l'absolutisme du droit de propriété emporte non seulement la conséquence que le propriétaire a la faculté de démembrer son propre bien, mais également celle de détacher, et même celle d'innover, de créer de nouveaux droits réels, dès lors qu'il s'agit bien de démembrement, à partir du moment où on recombine les attributs de manière à ce que le droit constitué constitue encore un démembrement.
Donc on peut imaginer la propriété par morceaux, par fractions, par cisaillement, par partie, et ainsi créer des droits réels nouveaux. Je disais que cette image du démembrement n'est pas rhétoriquement neutre parce que précisément elle affronte une conception politique des droits réels radicalement opposée. Celle d'un numerus clausus, à savoir une liste limitative des droits réels réglementés par le législateur, sans possibilité pour les particuliers d'en créer de nouveaux par l'effet de leur volonté. Cette seconde thèse politique, tout aussi prescriptive, assigne aux droits réels une ontologie en contradiction avec l'image du démembrement. Les droits réels sont des droits sur la chose d'autrui. Ce ne sont pas des morceaux de la propriété, ce sont des droits concurrents sur la propriété. En conséquence, la liberté du propriétaire de consentir des charges réelles sur son propre bien n'emporte pas celle d'innover, n'emporte pas celle d'imaginer d'autres charges réelles sur les biens d'autrui. Pourquoi ? Pourquoi ce numerus clausus ? Eh bien, tout simplement parce que ce numerus clausus constitue un instrument de politique publique, permettant au seul législateur d'imaginer de nouvelles formes de privation de la propriété ou de privation des utilités de la propriété dont les particuliers peuvent se saisir. Donc aujourd'hui, en France, on a adopté la théorie du démembrement et on a refusé la théorie du numerus clausus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut constituer, à partir du moment où on a bien une image du démembrement qui colle avec ce que l'on fait, on peut constituer des droits d'exploitation de panneaux d'affichage ou des droits d'exploitation de panneaux photovoltaïques. La métaphore du démembrement est sans doute l'une des rares métaphores lexicalisées qui maintient actif un fort potentiel conflictuel. Essayons d'en comprendre les raisons en retraçant sa carrière. Elle démarre avant la Révolution française, dans une œuvre de Robert-Joseph Potier qui s'intitule « Le traité du domaine de propriété ». Donc Robert-Joseph Potier écrit le traité du domaine de propriété en 1772. Potier, c'est celui que l'on qualifie généralement de père du Code civil. Il ne fait pas partie des rédacteurs du Code civil, mais il a été le principal inspirateur du Code. Que nous dit Potier ? Que nous dit Potier ? Il y a plusieurs espèces de jus in re, qu'on appelle aussi droit réel. La principale est le droit de domaine de propriété. Les autres espèces de droits réels qui émanent de celle-ci et qui sont comme des démembrements sont les droits de domaine de supériorité, tels que les droits de seigneurie féodale ou sensuelle, le droit de rente foncière, les droits de servitude, tant des servitudes personnelles, on pense au servage, ceux des servitudes prédiales, le droit d'hypothèque, comme des démembrements. Notons bien ici que Potier ne dit pas les droits réels sont des démembrements. Ils sont comme des démembrements. L'auteur utilise ici une figure de comparaison, non pas une métaphore à proprement parler. La métaphore est néanmoins présente ailleurs sous la plume de Potier, avec le verbe démembrer, mais cette fois-ci dans son traité des fiefs. Et il me semble que la subtilité est importante. Potier nous dit un même héritage peut être sous différents respects et fief servant et fief dominant. Et le propriétaire de cet héritage être en même temps, sous différents respects, seigneur et vassal. Car si je démembre une partie de l'héritage que je tiens à titre de fief, c'est-à-dire à la charge de la foi et hommage envers moi, la partie que j'ai retenue continuera d'être fief servant par rapport au fief dominant de qui je la tiens en fief. Et sera en même temps dominant par rapport à la partie que j'en ai démembrée et que j'ai donnée à titre de fief, et je serai en même temps vassal par rapport au seigneur de qui je relève et seigneur par rapport à celui à qui j'ai donné à titre de fief cette partie démembrée.
lequel est mon vassal. C'est une version, on pourrait dire, un peu moins moderne de la sous-traitance en chaîne, mais vous avez compris qu'il y a bien ici une chaîne de féodalité. Dans cette description du démembrement de fief, Pothier parle à la première personne comme s'il était lui-même un seigneur, maillon de la chaîne féodale, pouvant instituer un lien de vassalité à l'égard de qui lui rendrait foi et hommage, tout en demeurant lui-même vassal de son propre seigneur. Cependant, il faut conserver à l'esprit que l'image du démembrement de fief ici n'est pas une figure abstraite ou purement intellectuelle, comme le sera le démembrement de propriété. Le vassal inféodé, il reçoit un fonds de terre concrètement détaché de celui de son seigneur. Ce n'est pas la même chose. La comparaison de Pothier prépare la métaphore technique qui va transporter le démembrement du lexique des fiefs, qui est attesté chez d'autres auteurs, à celui de la propriété privée, ce qui semble être une innovation qui va faire carrière. Parce qu'avec l'abolition de la féodalité foncière en 1789, l'un des éléments de la comparaison disparaît, la féodalité. Demeure la métaphore qui donne au démembrement un tout autre sens. Et après la promulgation du Code civil, on va lire par exemple chez l'un des premiers commentateurs, chez Toulier, Charles Bonaventure Toulier, on va lire « Les droits réels n'étant pas autre chose qu'une partie concédée à un tiers des droits dont la réunion forme la propriété parfaite, il est évident que ces droits peuvent se rapporter aux droits de propriété, dont ils ne sont qu'un démembrement. Chacun pouvant librement disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, il peut en détacher les droits que bon lui semble, étendre et limiter ses droits comme il le veut. En un mot, démembrer sa propriété de toutes les manières qui le jugent à propos. Toulier affirme ainsi 1. L'identité de démembrement et de droit réel. 2. Il sous-entend l'absence de numerus clausus, ce qui produit quelques difficultés de compréhension avec ce que l'on appelle les sûretés réelles, les garanties, l'hypothèque, le gage, le nantissement, qui sont qualifiées, elles, ou eux plutôt, de droits réels accessoires. C'est donc ensuite, au milieu du XIXe siècle, par exemple chez De Molombe, qu'on va lire « La vérité est qu'en allant au fond des choses, on trouve qu'il existe deux sortes de droits réels. Les uns principaux qui constituent de véritables démembrements de la propriété, donc il y a les vrais, et qui ont en effet les mêmes caractères en général de stabilité et d'immutabilité qui la caractérisent, et les autres au contraire, simples accessoires, hypothèque, privilège, nantissement, anticrèse, droit de gage perfectionné, droit réel sui generis, qui participent à la nature des créances et qui ont seulement pour but de garantir et qui sont, comme elles, sujets à toutes les causes d'extinction spéciale des créances. Donc il y a, chez De Molombe, une métaphore du démembrement qui est essentialisée pour les droits réels principaux, mais qui est contestée pour les droits réels accessoires. Et, plus encore, le démembrement entre ces deux catégories est utilisé comme un critère de distinction. Démembrement a un effet descriptif permettant de discriminer entre les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Mais elle a aussi un usage prescriptif, cette métaphore du démembrement. Parce qu'il est sous-entendu pour De Molombe que s'il n'y a pas de numerus clausus pour les véritables démembrements, il y a un numerus clausus pour les sûretés réelles. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la métaphore du démembrement est de plus en plus contestée, en raison, évidemment, de l'émergence de nouvelles conceptions de la propriété. Elle est rejetée en Allemagne, elle est également rejetée en Italie, qui se détache ainsi de l'influence française. Au XXIe siècle, elle est remise en cause en France, mais continue sa carrière au point de devenir traditionnelle. On dit qu'elle est traditionnelle.
Pourtant, de nombreux auteurs insistent sur ses faiblesses et ses incapacités à décrire et encore moins expliquer les mutations contemporaines de la propriété. Et c'est somme toute paradoxal, hein. La théorie du démembrement ou l'image du démembrement est considérée comme rudimentaire et mal commode, tout en ayant un niveau d'adhésion considérable en doctrine savante et en pratique. D'un point de vue sociolinguistique, me semble-t-il, ça dit beaucoup de choses, quelque chose au moins de profond sur l'intériorisation de la conception absolutiste de la propriété privée, en France en tout cas. C'est une idéologie qui rejette l'idée de finalisation de la propriété à des buts sociaux. Alors au Québec, en France, le terme démembrement est entré en France dans le Code civil, mais dans un tout petit texte du droit de l'indivision, alors je ne pense pas qu'il soit vraiment symptomatique. Mais en revanche, au Québec, le mot démembrement est entré dans le livre sur les biens et même dans l'intitulé d'un 4e titre consacré aux différents démembrements du droit de propriété. L'article 1119 du Code civil du Québec nous dit « L'usufruit, l'usage, la servitude et l'amphithéose sont des démembrements du droit de propriété et constituent des droits réels. » Donc désormais, au Québec, démembrement est une notion normée. Comment décrire le démembrement ? Alors avec Silvio Normand, dans son introduction au droit des biens, on peut lire, en droit civil québécois, le démembrement de la propriété constitue une modification apportée à la propriété. Il provoque un partage du faisceau des attributs de la propriété, ce qui a pour conséquence de faire passer un ou plusieurs attributs inhérents au droit de propriété entre les mains d'une autre personne, le titulaire du démembrement. C'est intéressant parce qu'ici, on va décrire le démembrement et les droits réels à travers l'idée d'un faisceau, ce que le professeur Mantovani a fait tout à l'heure. Mais il y a aussi une propriété particulière du faisceau et de la situation sans doute on va dire géographique du Québec, c'est que le Québec, le système juridique du Québec est un système mixte, à la fois bilingue en français et en anglais, et à la fois de droit civil pour le droit privé et de common law pour le droit public et le droit criminel. Et donc ici, on peut y voir aussi une influence ou un certain nomadisme de par la common law canadienne, parce que en common law, on décrit la propriété de common law à travers the bundle of rights, c'est-à-dire l'équivalent du faisceau d'attributs. J'en arrive à la responsabilité contractuelle. C'est peut-être le temps le plus difficile qui va arriver. Mais je veux rappeler ce que nous disait Michele Prandi à propos de la sélection naturelle. La création fondée sur une combinaison conflictuelle de concepts est plus radicale que la simple élaboration d'inférences créatrices à partir de concepts métaphoriques acclimatés dans notre culture. Elle ne se limite pas à tirer des inférences créatrices de concepts connus, mais crée des combinaisons conceptuelles inattendues et surprenantes dans le but précis de solliciter des inférences inexplorées. Cette forme radicale de création se développe en deux phases. Une pars destruens, qui défie l'identité acquise des objets, et une pars construens, qui redessine le profil des mêmes objets d'après des modèles nouveaux. La métaphore conflictuelle est l'instrument idéal pour les deux tâches. Le conflit et la pression conceptuelle qu'il déclenche défient l'identité acquise des concepts. Le transfert et la projection les redessinent sous la pression de concepts étrangers. La responsabilité contractuelle, a priori, c'est un peu comme la sélection naturelle, ça n'évoque pas grand-chose de conflictuel, et pourtant, le parallèle me paraît tout à fait pertinent. En français, l'usage du mot responsabilité n'est pas attesté avant la fin du XVIIIe siècle, alors que le mot responsable est présent depuis plus longtemps.
en tant qu'adjectif ou substantif. Et ce n'est pas anodin. Originairement, la formation de responsabilité se réalise dans le domaine du droit par la rencontre de responsable avec l'emploi du mot anglais « responsibility », désignant l'engagement politique d'un représentant vis-à-vis de ceux qui l'ont porté au pouvoir. C'est par une série d'emplois analogiques que cela va donner, dans le Code civil français en 1804, en très peu de temps, la responsabilité du mandataire, seule occurrence. De son côté, en français et en droit français, l'adjectif responsable, en tant qu'attribut de celui qui cause à autrui un dommage, va donner au début du XIXe siècle, mais après l'adoption du Code civil, la responsabilité du fait personnel, puis par extension, va désigner l'ensemble de la classe de ce que l'on appelle les délits civils. Et ce n'est que plus tard, après le mi-temps du XIXe siècle, que des commentateurs vont associer responsabilité à contractuel, pour signifier le droit à indemnité en cas d'inexécution du contrat. C'est un transport métaphorique ici qui charrie avec lui les mots du lexique des délits civils dans celui du contrat. Faute contractuelle pour inexécution. Réparation à côté ou à la place d'indemnisation. Lien de causalité pour signifier la relation entre la faute contractuelle et le dommage contractuel. La victime pour désigner le créancier de l'obligation inexécutée. Donc si dans un premier temps, on peut observer et on peut penser que la dérive métaphorique a été dominée par des précautions ou par des guillemets, dans un second temps, il s'est produit un effet d'assimilation qui a abouti aux différentes versions de la thèse de ce que l'on appelle l'unité des responsabilités civiles, qui est prônée au XXe siècle en France et qui est adoptée par la Cour de cassation. Donc la responsabilité contractuelle, de mon point de vue, c'est une métaphore aujourd'hui largement partagée qui désigne l'obligation de réparer le dommage causé à l'autre partie contractante, à savoir le créancier. Transport des mots des délits au contrat, la métaphore de la responsabilité contractuelle aura contribué, comme la sélection naturelle darwinienne, à modifier aussi bien la conception de la responsabilité que celle du contrat. C'est une métaphore partagée, mais qui a maintenu et qui maintient encore un potentiel conflictuel. Je veux dire que son potentiel conflictuel n'a pas disparu au XXe siècle, parce qu'à la fin des années 1990, un auteur, Philippe Rémy, qui est professeur à l'Université de Poitiers, a réactivé en France et dans le monde le conflit de manière spectaculaire avec un morceau de littérature devenu célèbre chez les juristes, la responsabilité contractuelle, histoire d'un faux concept. Une véritable controverse s'en est suivie, qui opposa les juristes français en deux camps retranchés, vraiment. Les uns qui dénonçaient les abus de l'essaim métaphorique de responsabilité incompatible avec l'essence du contrat, et les autres qui voyaient au contraire dans la responsabilité contractuelle l'essence même de la responsabilité, et qui plaidaient pour sa consécration législative. Donc il y a vraiment matière à penser qu'on a là deux propositions idéologiques antagonistes. Mais en tout cas, il me semble que responsabilité contractuelle constitue une métaphore vive, mal dominée toujours, conflictuelle et prompte à ressusciter ce conflit en attendant la réforme de la responsabilité civile, qui n'est toujours pas advenue en France malgré les efforts de beaucoup. Peut-être aura-t-elle lieu un jour.
En matière de responsabilité civile, je termine simplement en faisant une petite incise avant de conclure. D'un point de vue dogmatique, j'ai dit la responsabilité civile, c'est une source d'obligation de réparer un dommage. Donc elle présuppose, la responsabilité civile, qu'un dommage a déjà eu lieu. Les faits générateurs de responsabilité s'analysent ex post. Mais on parle pourtant de responsabilité ex ante pour signifier la réparation d'un dommage futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, me semble-t-il, qu'on a affaire à une métonymie technique ici. C'est-à-dire que l'on associe à responsabilité ce que l'on appelle des sanctions préventives en nature et que l'on fait rejoindre ces sanctions préventives en nature, on leur fait rejoindre les sanctions générales en nature de la responsabilité civile. Je ne développerai pas parce que je veux conclure à l'heure. Et je conclurai par une métaphore anecdotique, mais qui pose des problèmes originaux d'interprétation et de traduction. C'est la métaphore du paquet touristique. Alors, la métaphore du paquet, en général, connaît un succès important dans les discours juridiques contemporains. Le terme paquet est emprunté package pour désigner des ensembles normatifs complexes. Bon, on parle du paquet énergie propre, peut-être en avez-vous entendu parler, on parle du paquet européen de protection des données personnelles. Paquet. Et on trouve aussi le terme paquet dans une directive européenne, Package Travel, pacchetto turistico en italien, et qui a donné en français voyage à forfait. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir pourquoi, en français, la métaphore du paquet touristique n'a pas été utilisée. Et qu'on a préféré, en apparence, un terme technique, voyage à forfait ou forfait touristique. La transposition de la directive européenne en droit français utilise l'expression de forfait touristique pour désigner une combinaison de services de voyage offerts aux voyageurs dans une unité de temps. Je passe les détails, les conditions précises de qualification sont posées à l'article L211-2 du Code du tourisme. Mais on retiendra la métaphore. Les forfaits touristiques peuvent être achetés. C'est dit dans le texte. Ils peuvent être achetés, ils peuvent être vendus. Et on peut aussi les céder. Quand on a acheté un paquet touristique et qu'on ne veut plus partir en voyage, on peut céder son paquet touristique. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne vend pas ou on n'achète pas des billets de train ou des billets d'avion. Eh bien, ici, on a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Parce que nous avons d'un côté, avec paquet touristique, la métaphore d'un bien, et puis avec le contrat de voyage, on a la métaphore d'un lien. Et au milieu, le forfait touristique, que l'on peut acheter, vendre ou céder. Mais que ce soit bien clair entre nous, le paquet touristique ou le forfait touristique sont des biens si et seulement si on a déjà modifié notre compréhension du droit des biens. Ceci n'est pas fortuit, et encore moins dans un contexte normatif d'une directive ou d'un règlement européen visant l'harmonisation des législations nationales. C'est la part destruens de la métaphore. Paquet vise à abolir les frontières entre choses et obligations. C'est une tendance lourde des législations de l'Union européenne que de mettre sur le même plan les biens et les services, à amalgamer les contrats de vente et les contrats de prestation de services. Et certains y voient la destruction de la dogmatique civiliste issue du droit romain. Quant à la part construens des métaphores, il faut la chercher
au-delà du contenu politique que les normes prescrivent. Leur influence réoriente et réorganise de manière substantielle les concepts permettant de décrire les relations juridiques, autant que les théories permettant de les expliquer. Pour quelle science du droit, en définitive? Il est l'heure, et donc je ne passerai pas la dernière slide, la dernière planche, mais vous pouvez constater qu'il y avait d'autres exemples possibles de métaphores techniques ou sensibles qu'on aurait pu prendre pour faire cet excursus. Je vous remercie de votre attention. Nous remercions le professeur Boudot pour cette traversée très intéressante des SM métaphoriques. C'est aussi une traversée des époques. On a bien vu qu'un certain nombre de ces métaphores nous vient directement du passé, d'autres sont des métaphores tout à fait récentes. Je dirais que par rapport au dernier exemple, c'est-à-dire celui du paquet touristique, tu as évoqué le fait que par l'usage de cette métaphore, on arrive à, disons, surmonter les limites, les distinctions entre droit réel et droit d'obligation. Bon, ça a toujours été, d'une certaine façon, l'objet des métaphores, c'est-à-dire de promouvoir une dogmatique. Donc c'est toujours la confirmation de ce que, dans ce cours, on essaie de montrer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer des métaphores pour penser le droit. Je voudrais conclure sur deux aspects. D'abord, le fait que, au départ, le professeur Boudot nous a présenté une distinction entre le langage du législateur et le langage de la doctrine, disons de façon très, très simple, le langage du droit et le langage sur le droit. Et c'est une distinction très importante. C'est-à-dire que l'utilisation des métaphores est beaucoup plus libre dans le langage, disons, de la doctrine, des juristes, tandis que le langage du législateur est beaucoup plus figé, beaucoup plus traditionnel et se reproduit d'un texte à l'autre. Donc c'est quelque chose dont il faut être très conscient. Et j'en vois, pour conclure, une confirmation dans l'exemple de la caducité. Ce qui frappe dans l'article 1186, c'est qu'au départ, dans le premier alinéa, si je me souviens bien, on dit que si un élément d'un contrat est caduc, et ensuite il y a toute la description de qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on dit que, à l'article suivant, on dit que la caducité met fin au contrat. Tandis que on s'attendrait à que, justement, on comprend que la caducité, c'est justement la fin du contrat. Donc le législateur sent le besoin d'expliquer sa propre métaphore, parce qu'il a peut-être le sentiment qu'utiliser les métaphores, c'est sortir du périmètre consenti au législateur, du sérieux du législateur, et il doit l'expliquer. Et c'est bien ça qui me semble très important, ne pas seulement saisir le langage métaphorique, mais aussi saisir les symptômes de l'attitude du locuteur envers les métaphores. Et le fait que le législateur a hâte d'expliquer sa propre métaphore me semble très révélateur d'une certaine réticence que toujours entoure les métaphores de la part de ceux qui les utilisent. Donc, merci beaucoup.